Bon, et bonjour à toutes et tous. Je suis Rafaela Molina Vargas, membre du Commando Madre Tierra, et j'ai le plaisir d'être ici avec Guillaume Singh pour parler sur les écologismes à nos jours et de la convergence des luttes. C'est pour ça que nous demandons l'environnementalisme naïf ou l'écologie réelle, la voie souveraine vers la durabilité. Bon, et Guillaume Singh est un professeur français agrégé de biologie, membre du cercle Henri Barbus de culture ouvrière et populaire et du Rassemblement communiste. Auteur de Évolution, la preuve par Marx, Dépasser la Légion noire de Lysenko, L'écologie réelle, une histoire soviétique et cubaine, L'origine de la vie, un siècle après Oparin des éditions Delga. Il est également l'auteur de nombreux articles concernant les politiques agraires et énergétiques anti-impérialistes et les limites de l'écologisme occidental sur le blog Germinal Les Journal. Bon, merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté cette invitation Mais c'est pour moi qui vous partager. remercie. Oui, non, merci beaucoup. Vraiment, c'est important pour partager, discuter un peu tes idées d'un sujet si actuel que l'écologie dans le système monde. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, bon, justement, et tu as écrit un livre, dans ton livre, L'écologie réelle, et un peu pour développer ce sujet, et j'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons parler de quelques idées très pertinentes et qui contribuent énormément au débat sur l'environnementalisme en Bolivie. Bon, dans une première question, on sait que dans les sens communs actuels tendent à opposer le progrès et la science à la protection de la nature. Cependant, cette dichotomie semble masquer une véritable contradiction entre le capital et la nature, et on dirait aussi un autre plus profond. Comment expliques-tu cette contradiction liée à la contradiction capital-travail du système monde actuel? Oui, alors, bon, c'est vrai qu'on doit parler de tout ça en termes marxistes, comme tu le fais. Quand on parle de contradiction entre capital et travail ou entre capital et nature, effectivement, ce sont des contradictions dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais il faut bien rappeler qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que si on insiste beaucoup sur la contradiction capital-nature, c'est qu'on essaye de faire croire d'une certaine façon que le travail humain détruit la nature et que la nature aurait ses propres intérêts. Alors qu'en réalité, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une contradiction qui est classique, capital-travail, et dans le travail, on va trouver effectivement cette transformation de la nature comme un aspect de l'ensemble de ce qui se passe dans le mode de production capitaliste. Et effectivement, dans le mode de production actuel, il y a l'utilisation de ressources pour produire nos biens. Et ces ressources, alors on dit toujours qu'elles sont limitées, mais il ne faut pas oublier aussi, et c'est toute la question de l'agronomie de façon générale depuis sa naissance, ces ressources sont effectivement limitées jusqu'à un certain point, mais elles sont également renouvelables jusqu'à un certain point. Alors on parle souvent des énergies, effectivement, les énergies fossiles sont limitées. Elles ne se reforment pas aussi vite qu'elles ne s'épuisent. Ça, c'est vrai. Mais en attendant qu'elles s'épuisent, effectivement, on connaît d'autres modes d'autres ressources énergétiques dont on sait qu'elles sont renouvelables, mais qu'elles ne sont pas suffisantes pour satisfaire nos besoins énergétiques. Par contre, il y a, donc moi, c'est moins sur cette question, qui est plutôt une question physique ou chimique, que sur la question biologique que je me suis penché dans mon livre, avec la question des sols. Parce que là aussi, on se rend compte que un sol fertile est aussi une ressource renouvelable jusqu'à un certain point, euh, mais que si on la traite mal, c'est effectivement une ressource épuisable. Je ne sais pas si c'est clair, mais tout dépend des méthodes agronomiques qu'on utilise pour faire notre production agricole. Hein. Donc, il y a d'une part une exploitation du sol qu'on pourrait dire tout à fait capitaliste, on appelle ça l'agriculture intensive, et il y a une autre version de l'agronomie qu'on appelle plutôt l'agrobiologie, qui a son histoire, qui est peut-être tout aussi ancienne que l'agronomie chimique, hein, que l'agrochimie,
mais qui, comment dire, part du fait que, au lieu d'essayer de doper les plantes pour avoir une production maximale, on va essayer plutôt d'aider la fertilité du sol qui, elle, développe la production des plantes que l'on cultive. Donc, c'est ici, dans la connaissance des sols, plutôt que dans la connaissance des plantes qu'on y cultive, qu'on va mettre toute la science qu'on appelle l'agroécologie. Voilà. Et donc, j'ai essayé de montrer que ce n'est pas un hasard que le capitalisme se soit penché sur une exploitation intensive des sols, avec un épuisement jusqu'à un certain point, qui fait que aujourd'hui les agronomes se retrouvent un peu dos au mur face à l'épuisement progressif, à l'érosion progressive des sols cultivés, et obligés de se poser des questions sur voilà, ce domaine qu'on appelle l'agroécologie. Par ailleurs, j'ai essayé de montrer dans mon livre que cette agroécologie, en fait, a une histoire méconnue, qui est d'une part celle de l'Union soviétique jusqu'à un certain point, pour des raisons qui ne sont presque pas politiques au départ. Les Russes se sont posé beaucoup de questions sur la dynamique des sols parce qu'ils avaient un territoire très étendu. Ils étaient donc obligés de développer une science pour comprendre comment fertiliser les sols en les respectant. Et on voit aujourd'hui, dans les dernières décennies, et en particulier à partir de la période spéciale, à Cuba, que le modèle agroécologique cubain euh, montre que le mode de production socialiste s'en sort beaucoup mieux que le mode de production capitaliste pour assurer, je dirais, une souveraineté alimentaire basée sur un respect de cette ressource centrale de tous les pays qui est la fertilité de ces sols. Voilà, donc en termes de contradiction, il y a bien une contradiction entre capital et nature. Cette contradiction, elle est surdéterminée par une contradiction fondamentale qui est la contradiction capital-travail. Mais puisque tu parles de marxisme, les marxistes savent qu'il y a deux types de contradictions. Il y a des contradictions antagoniques, c'est-à-dire qui ne peuvent se résoudre que par la suppression de l'un des deux pôles. Par exemple, la bourgeoisie et la classe ouvrière sont en contradiction antagonique pour la conquête du pouvoir, et on ne pourrait imaginer un système qui soit basé sur une conciliation des deux de façon durable. Hein. Voilà. Et par contre, il y a aussi des contradictions non antagoniques dans la nature. Par exemple, la contradiction homme-femme est bien une contradiction, mais ça n'est pas une contradiction qui suppose qu'on supprime l'un des deux pôles, que ce soit les femmes ou les hommes. Donc, on imagine bien un dépassement de cette contradiction par un mode de production qui assurerait l'égalité entre les deux sexes, par exemple. Et là, on aurait dépassé cette contradiction voilà, la négation de la négation, comme on dit. Eh bien, pour finir, hein, c'est un peu long, excuse-moi, la contradiction capital-nature, ou la contradiction entre le travail humain et la nature, plus exactement, est une contradiction non antagonique du point de vue de la science, de ce qu'on comprend de la nature. Merci Guillaume, et tu peux parler de tout ce que tu veux, c'est très intéressant. Et donc, tu sais que dans cette contradiction capital-nature, par exemple, au capital-travail, il faut détruire un de ces pôles, dans ce cas, ça serait le pôle capital, et pour dépasser cette contradiction. Et par exemple, je pense que ça, c'est... Et bon, et une autre question, c'est est-ce que tu penses que ces idées écologistes peuvent être manipulées ou utilisées par le système? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est bien ce que l'on voit dans la plupart des pays d'ailleurs qui se posent des questions sur leur souveraineté en termes de ressources nationales et leur suffisance, leur autosuffisance alimentaire. On voit que le mouvement écologiste politique, de façon, dans sa diversité en fait, hein, que ce soit en France ou en Bolivie, j'imagine, est un mouvement qui peut-être se prétend de gauche initialement, qu'il est de moins en moins concrètement. Ils sont capables de faire des alliances à droite et à gauche finalement,
et se fondent sur une mauvaise perception de ce que c'est que la nature. C'est-à-dire que, comme je disais, que ce soit en Union soviétique à une certaine période, il faudrait préciser peut-être ce point-là, parce que l'histoire de l'Union soviétique n'a pas toujours été celle d'une agroécologie. En gros, on aurait une Union soviétique pré-khrouchtchevienne et une Union soviétique post-khrouchtchevienne qui s'est alignée sur le modèle agricole américain. Et puis sur Cuba, on a, comment dire, une agroécologie qui ne se revendique pas comme un mouvement politique, mais comme l'exigence d'une souveraineté nationale soucieuse de respecter ses ressources, même naturelles, puisque le travail humain se fonde évidemment sur ces ressources. Donc il n'y a pas de morale derrière tout ça, il y a une obligation d'assurer cette souveraineté nationale de façon durable. Et durable, ça veut dire qu'on essaye de trouver les stratégies qui vont euh, voilà, se maintenir le plus longtemps possible. Or, on sait que l'utilisation des ressources de façon massive et avec relativement peu de science, finalement, eh bien, sont vouées à leur perte. Voilà. En fait, pour donner un exemple simple, on sait bien que si le Venezuela, par exemple, est on appelle ça voilà, un pays pétrolier, hein, classiquement, parce que il a été une néocolonie américaine où on a extrait essentiellement le pétrole pour dominer toute l'économie nationale. On ne peut pas changer de modèle du jour au lendemain, même si le mode de production est en train éventuellement de changer. Par contre, on peut utiliser la période où on va changer ce modèle pour financer d'autres programmes qui, eux, vont faire la transition vers une exploitation de ressources qui soit du coup plus durable et donc être moins dépendant du marché national, du marché pardon mondial du pétrole, du marché mondial alors pour l'agriculture des engrais chimiques, etc. Donc finalement, c'est pas du tout une question morale, c'est une question politique, enfin du point de vue du socialisme en tout cas, et on voit que tout le mouvement écologiste se manifeste surtout par un anti-socialisme ou une hostilité vis-à-vis de toutes les expériences socialistes du XXe siècle, plus que par un anticapitalisme. Ou alors, d'une certaine façon, de renvoyer dos à dos le capitalisme et le socialisme comme deux modes de production qui vont écraser ou exploiter massivement la nature. Ça n'est pas le cas dans leur essence. Le capitalisme, oui, mais le socialisme, s'il l'a fait, c'est pour des raisons contextuelles, des raisons qui sont limitées. Et si on donne le temps au socialisme, on voit des expériences qui, du coup, devraient intéresser les écologistes sincères. Oui, c'est vrai. En fait, tout à fait en Bolivie, je pense qu'avec le coup d'État de 2019, et on a vécu justement un peu cet exemple de comment l'écologie ou cette idéologie écolo est peut-être utilisée par l'impérialisme dans ces cas. Et il a utilisé les préoccupations environnementales plutôt des jeunes mélangées avec du racisme pour finalement permettre de renforcer et légitimer un coup qui était planifié comme toujours, bon, et financé, on imagine, aux États-Unis, et aussi une restauration néolibérale. Par exemple, je pense que ça, c'est un exemple de ce que tu dis, une manipulation et utilisation Tout à et fait. de cette vision écolo. Et, C'est vrai que je ne connais pas bien le contexte, évidemment, en Bolivie, hein, ça m'intéresse beaucoup. J'ai surtout étudié le contexte cubain qui, lui, est plutôt à l'avant-garde parce qu'ils ont une souveraineté nationale et que, secondairement, le blocus les a forcés, une fois le partenaire soviétique perdu, de trouver les moyens endogènes de travailler sur la durabilité de leur système. Par contre, effectivement, le pouvoir de Evo Morales a eu une politique qui était effectivement intelligente, vu le rapport de force dans la période pour laquelle il était au pouvoir. Mais intelligente, ça veut dire aussi qu'il faut bien comprendre comment l'agroécologie doit être utilisée par des forces progressistes. C'est-à-dire que enfin, pour un marxiste, ça ne pose pas de problème. On sait très bien qu'il y a une stratégie et une tactique.
La tactique, c'est comment on retrouve la stratégie fondamentale, c'est-à-dire le changement de société, en tenant compte des enjeux du moment. C'est ça la tactique. Et pour le cas bolivien, qui peut être apparenté dans le cadre de l'ALBA au cas par exemple vénézuélien, avec avec des différences bien sûr, l'agriculture était une question importante. Et on voit que quelque part, c'est comme ça qu'on peut voir les choses, dans un rapport de force qui n'est pas forcément favorable à tout point de vue face à l'impérialisme, le marché mondial, Monsanto, etc., va écraser la volonté politique et essayer donc de maintenir le marché intérieur ouvert sur un maximum de surface. Ce qu'a fait Evo Morales et son gouvernement, je pense avoir compris ça, c'est concéder jusqu'à un certain point certaines surfaces, tout en protégeant d'autres territoires plus reculés qui, eux, contiennent la biodiversité qui est une richesse nationale, mais la biodiversité naturelle des écosystèmes. Et donc, il a fait une sorte de deal qui était le maximum de ce qu'on pouvait sans doute obtenir à ce moment-là, et qui est réellement la tactique d'un véritable écologiste, en fait. C'est-à-dire, soit on perd tout, c'est-à-dire qu'on perd le pouvoir, soit on trahit, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on donne tout aux impérialistes, soit on trouve un moyen de rester au pouvoir jusqu'à un certain point tout en essayant de conserver un maximum de cette richesse nationale, y compris en termes de ressources naturelles, en attendant que le rapport de force soit plus favorable. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du traité de Brest-Litovsk à l'époque de la révolution russe, mais concrètement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que à l'époque de la guerre civile qui a succédé à la révolution de 1917, Lénine a négocié par l'intermédiaire de son gouvernement avec les Allemands, avec lesquels la Russie était en guerre. Et le rapport de force n'étant pas suffisant à ce moment-là, en 1918, eh bien, le traité de Brest-Litovsk stipulait que les Allemands devaient respecter la jeune République des Soviets et la République des Soviets acceptait momentanément de livrer une partie de son territoire aux forces de l'Axe. Ce qui est grave, hein, c'est bien plus grave et bien plus difficile à faire admettre à la population de donner un quart de son territoire que le deal dont on parlait avec Evo Morales. Hein, pour le coup, là, ça n'est pas une colonisation. En 18, c'en était une. Et malgré tout, malgré cette concession, on a vu que ça s'est quand même traduit par une libération des peuples, peut-être plus tardive, dans les zones qui avaient quand même été concédées à l'Allemagne à ce moment-là. De toute façon, l'Allemagne a perdu la guerre après. Mais au fond, cette idée qu'il y a une tactique et une stratégie est une stratégie de maintien au pouvoir. Bon, moi, je parle d'une notion qu'on n'a jamais utilisée, mais j'aime bien faire des analogies. À l'époque, dans les années 20, toujours en Union soviétique, on parlait d'une... Bon, l'Union soviétique est un pays essentiellement féodal en 1917, avec des forces productives capitalistes qui sont en plein développement, mais dans un grand pays qui est essentiellement rural. Et pour construire le mode de production socialiste, qui nécessite que les forces productives soient suffisamment développées, et c'est un peu le cas en Bolivie d'une certaine façon, les forces productives doivent être beaucoup plus développées, donc il faut comment dire, se défaire progressivement de l'emprise de l'impérialisme pour financer un régime qui soit vraiment différent, un mode de production qui soit vraiment différent. Eh bien, dans les années 20 en Union soviétique, il y a eu ce qu'on appelle la nouvelle économie politique, la NEP, qui est une concession au capitalisme. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus d'Allemands en face, ce n'était plus la guerre, mais puisqu'il fallait développer les forces productives et qu'il était trop tôt dans la jeune Russie soviétique pour construire tout de suite le socialisme, eh bien, les premières années de l'existence de l'Union soviétique, c'était une concession, bien sûr,
dominé par un État ouvrier qui contrôlait quand même le développement de ce marché, le développement d'un certain marché capitaliste. Pourquoi? Et toute la question est là. Est-ce que c'était pour que le capitalisme se réinstalle ou est-ce que c'était pour le laisser un peu se redévelopper jusqu'à avoir les forces de changer vraiment de mode de production? Ben, on peut appliquer ce raisonnement tactique à l'agroécologie des pays soumis à l'impérialisme et qui veulent réinstaller une souveraineté nationale sur les ressources, même quand finalement l'économie est surtout basée sur, par exemple, des ressources pétrolières ou fossiles. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter tout de suite ce qui constitue l'unique source de richesse permettant de financer tous les programmes, mais on sait que à terme, eh bien, on arrêtera ces programmes et on pourra développer d'autres types de ressources économiques. Et il y a cette transition, disons, qu'elle soit pré- ou post-révolutionnaire, elle est tout à fait compréhensible pour un marxiste. Par contre, elle est très difficile à comprendre pour un écologiste qui n'a face à lui que des éléments moraux ou romantiques sur la nature et l'homme. Et oui, justement, et avec ce que tu dis, tu contestes un peu c'est ce qu'ils disent nombreux opposants écologistes à la gauche latino-américaine, comme Eduardo Gudinas, qui, par exemple, s'oppose à l'extractivisme ou néo-extractivisme et supposé du gouvernement, justement, d'Evo Morales ou de Rafael Correa en Équateur. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cette extractivisme, cette critique de l'extractivisme dans ce contexte que tu décris? Et Ben, c'est peut-être sûr, on peut prendre l'exemple aussi du lithium en Bolivie, qui a été aussi oui. critiqué par des écologistes ici. Bien sûr. Bon, pour l'extractivisme, quand on parle d'énergie fossile, l'objectif est tout à fait louable. Effectivement, on ne pourra pas aller très très loin dans le futur en continuant dans cette voie d'exploitation des ressources fossiles. Elles sont effectivement limitées et il est de plus en plus coûteux de faire des recherches pour trouver de nouvelles ressources. Maintenant, le problème, c'est comment on assure l'avenir du pays, sachant que ces ressources existent encore, qu'elles permettent jusqu'à un certain point de financer d'autres programmes, et que du coup, euh, quelque part, ces écologistes s'opposent à des programmes réellement ou concrètement écologistes de long terme, un peu comme les anarchistes se sont opposés aux communistes à une certaine époque, c'est-à-dire que, alors là on parle plus du tout d'écologie, mais les anarchistes refusent ou sont contre ou sont pour la suppression de l'État, euh, et donc c'est ce qui fait leur doctrine anarchiste, alors que les communistes finalement n'ont pas un autre objectif. Les communistes sont également pour la suppression de l'État. Ils affirment simplement que pour détruire l'État, pour détruire l'État en tant que tel, il faut d'abord détruire l'État de classe, l'État bourgeois, construire un nouvel État tant que des ennemis pourront surgir pour profiter d'une éventuelle absence d'État. Donc là aussi, on est dans la dialectique entre la stratégie et la tactique, c'est-à-dire que si à trop être en avant par rapport aux intérêts immédiats du peuple, eh ben, on finit par être réactionnaire. Des anarchistes ont pu s'opposer à des révolutions parce que ils n'allaient pas assez loin à l'instant T. Comme les écologistes qui vont dire aujourd'hui, même si l'extractivisme, comme ils disent, permet de financer d'autres politiques à terme, eh bien, ils vont s'y opposer quand même. Et du coup, ils vont tomber dans le camp de l'adversaire, c'est-à-dire celui qui veut continuer l'extractivisme, mais qui va s'opposer à tous ceux qui cherchent une alternative réellement applicable et non pas un objectif inatteignable et romantique et tout ce qu'on veut. Voilà la comparaison qu'on peut faire. Hein. Je pense que c'est applicable non seulement à la Bolivie, mais aussi, alors ils pourront dénoncer facilement en disant euh, le MAS va comment dire, à céder à Monsanto une grande partie du territoire agricole. Ils vont dénoncer des choses, mais ils ne les contextualisent pas et ils ne disent pas en quoi il y a une différence entre, alors en français, entre la compromission et le compromis. C'est-à-dire, et c'est ce que disait Lénine, la compromission, c'est
le fait d'avoir un couteau sous la gorge et de donner son argent à un voleur, parce que c'est comme ça qu'on peut rester en vie. Et bon, le compromis, c'est trouver, comme tout syndicaliste le sait d'ailleurs, en fait, face à son patron, c'est le fait de trouver le juste rapport, compte tenu du rapport de force à l'instant T, entre ce qu'il exige et ce qu'il peut gagner à un moment donné. Donc, évidemment, à l'échelle politique, c'est un peu la même idée. Oui, c'est vrai. En fait, je pense que cette idée d'extractivisme aussi a un peu de Malthus, de la théorie malthusienne derrière, et qui en fait a contribué à masquer les inégalités structurelles du système monde, et par conséquent a été très utile au développement du capitalisme. Et aussi, bon, dans ton livre, L'écologie réelle, tu affirmes que la lutte pour la conservation de la nature et pour la durabilité découle et prolonge les luttes anticapitalistes et que notre, elles ne peuvent pas se produire avant ou séparément et les luttes pour la souveraineté nationale et donc anti-impérialiste. Comment est-ce que un peu plus spécifique, comment est-ce que Cuba et l'Union soviétique, tu as déjà parlé un peu, Mhm. et ont son île d'exemple historique sur ça. Oui, en fait, tu as raison. Comment dire? les- L'idée, c'est que ces expériences-là, et si j'ai approfondi surtout celle de l'Union soviétique d'avant les années 60 et l'expérience cubaine actuelle, sont des expériences qui montrent que déjà, elles se sont. Il y a deux possibilités, disons. Les écologistes sont dans une option qui est celle d'un modèle qui n'a jamais été appliqué et dont on ne fait que rêver, et qui donc vont s'opposer à toutes les expériences qui ont existé par le passé du point de vue politique. Donc, ils sont dans les... comment on va appeler ça? Ils sont favorables à des engagements de parole des États. Ici, on parlait par exemple de la COP 21 à un moment donné qui s'est passée à Paris il y a quelques années, où voilà, on voyait les États capitalistes prendre de grands engagements favorables euh, à des politiques particulières pour limiter le réchauffement climatique. Et ça, c'est pour nous ce qu'on pourrait appeler du blabla. C'est-à-dire tout le monde ici, si on regarde en France, tous les partis sont écologistes en réalité. Tous les partis, désormais, depuis une vingtaine d'années, ont un programme écologique à l'intérieur, que ce soit à la droite, au centre, à gauche et même à l'extrême droite. D'une certaine façon, tu fais bien de signaler le concept, enfin la théorie malthusienne, parce qu'elle est profondément réactionnaire et pourtant elle guide tous les programmes décroissants qui sont le maître mot des écologistes actuels. La décroissance étant en fait l'idée de revenir en arrière, peut-être au Moyen Âge ou dans des époques où on respectait mieux la nature mais moins l'homme, d'une certaine façon. Euh, et donc cette théorie est effectivement malthusienne. Elle vise à limiter les naissances, à limiter l'activité de l'homme, comme si l'activité de l'homme ne pouvait être que négative, en oubliant tout à fait la science, qui, elle, est, en dehors du champ capitaliste, une activité tout à fait positive euh, des activités humaines. Donc, l'autre alternative, c'est celle des expériences qui ont déjà été faites. Euh, alors, comme j'aime bien les analogies, évidemment, la révolution russe et l'Union soviétique qui a duré 70 ans, c'est inspiré des 70 jours qu'a duré la Commune de Paris, qui fut un échec. Donc, il y a toujours des exemples et des expériences déjà faites sur lesquelles l'inspiration peut venir pour construire l'avenir. Donc, c'est peut-être ça le sérieux d'un programme politique qui viserait comme tu dis, protéger la nature ou l'environnement des activités néfastes du capital. Effectivement, l'Union soviétique pré-khrouchtchevienne, avant les années 60, et Cuba aujourd'hui, sont le fait d'États qui ne sont pas écologiques. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué ce sur quoi ils ne se sont jamais engagés finalement. Ils n'ont pris aucun engagement verbal, mais ils l'ont fait. Et même aujourd'hui, c'est pourtant très
c'est rageant pour des gens qui défendent Cuba à l'extérieur du pays, mais Cuba ne met pas en avant son expérience agroécologique comme un programme alternatif à ce que proposent les écologistes ici. Alors qu'en réalité, ils en sont à l'avant-garde. Et qu'il faudrait poser cette question que les écologistes de tous les pays devraient se dire pourquoi Cuba aujourd'hui est à l'avant-garde de l'agroécologie mondiale. C'est ce que dit c'est ce que dit l'ONU, la FAO, qui a déjà décerné des prix et des comment dire, des gratifications à Cuba pour avoir justement atteint comme seul pays le stade de développement durable. Ce développement durable ayant une définition bien précise, c'est là où tout le territoire fait de l'agriculture biologique sans augmenter les prix des produits agricoles. Parce qu'ici, évidemment, dans n'importe quel supermarché en France, on va trouver un rayon avec des produits bio. Je ne sais pas comment on dit en Bolivie, organique, hein, c'est ça, des produits bio, mais ils sont très chers. Donc, par définition, inaccessibles à l'ensemble de la population, et donc ça ne sert à rien pour protéger la nature. C'est juste des questions sanitaires pour les consommateurs. À Cuba, ils voient ça de façon tout à fait différente, puisqu'ils ont interdit du territoire l'usage de pesticides sur leur champ, alors qu'avant, je précise, hein, ils étaient alignés sur le modèle soviétique intensif, avant les années 90, qui étaient eux-mêmes alignés depuis quelques décennies sur le modèle intensif américain, donc avec un gros usage d'engrais chimiques et de pesticides. Mais Cuba, se trouvant isolé et sous blocus pendant la période spéciale, a décidé de changer de modèle agricole, ce qui est en soi un exploit politique. Aucun pays n'a jamais réalisé une transition agricole aussi rapide que celle qu'a fait Cuba. Évidemment, ça n'est pas un paradis non plus de l'écologie, il y a toujours des problèmes. Ils n'ont pas atteint l'autosuffisance totale, évidemment. Surtout en concernant la viande, par exemple. On sait que dans les pays latino-américains, il est très difficile d'atteindre cette autosuffisance qui permet d'éviter l'importation de produits alimentaires. Mais enfin, ils sont clairement à l'avant-garde de tous les pays américains, latino-américains, pardon, sur, sur l'autosuffisance alimentaire en termes de fruits et légumes, par exemple, sans pesticides, sans engrais chimiques, et donc en appliquant un programme qui, puisqu'il n'augmente pas les prix, nécessite une connaissance scientifique plus importante. Donc, c'est là qu'on parle de science, et puisque je suis biologiste, c'est clairement par cette voie que je suis rentré dans ce travail, qui est de constater que l'agroécologie n'est pas moins de science par rapport à l'agriculture intensive et chimique, c'est clairement plus de science. L'agroécologie, qui cherche à développer la productivité agricole en retirant les intrants, les pesticides et les engrais chimiques, en les remplaçant par autre chose, en se posant des questions sur les polycultures, sur quelles plantes cultiver avec quelle autre plante, sur les conditions microclimatiques, sur les auxiliaires de culture que sont les insectes, etc. Enfin, de voir les agrosystèmes de façon beaucoup plus interactionniste. C'est une étude en biologie qui est nettement plus complexe, qui demande beaucoup plus de recherche et qui est donc plus coûteuse. Coûteuse, pas forcément en argent d'ailleurs, hein. C'est coûteux en termes de donc c'est ce que j'ai indiqué dans mon livre. C'est surtout coûteux, mais évidemment c'est cher parce que les paysans doivent avoir un niveau d'alphabétisation plus élevé, puisqu'ils doivent être eux-mêmes les agronomes de leur propre sol, en quelque sorte. Hein. Ils doivent savoir qu'ils peuvent ne pas cultiver la même chose que leurs voisins, etc. Et que ça nécessite des connaissances bien particulières sur les sols, sur les climats, etc. Et donc cette science-là, et la biologie, est souvent méprisée hein, au profit de la chimie, donc l'agrochimie étant celle de l'agriculture intensive, mais elle est plus coûteuse. On sait peu aujourd'hui que les Cubains, par exemple, euh, font bénéficier d'autres pays de l'hémisphère sud de médecins, on le sait, ça c'est très connu, mais il y a aussi des agronomes cubains qui vont aider des paysans dans d'autres pays. Ils vont aussi inviter des syndicats paysans de pays du Sud, hein, donc des néocolonies,
qui vont donc leur dispenser une certaine formation, certains conseils, etc. Donc ça, c'est aussi des choses très importantes parce qu'il y a un internationalisme de l'écologie réelle, d'une certaine façon, au niveau de Cuba aujourd'hui. Oui, j'ai trouvé vraiment très intéressant cet exemple que tu donnes sur les missions internationales parce que les missions internationales de médecins sont très connues, mais en fait, j'avais jamais écouté sur ces missions des agronomes pour diffuser ce modèle en fait cubain qui a eu de succès en fait. Et Ça se aussi, base sur, je fais juste une petite parenthèse, si oui, les auditeurs souhaitent avoir plus d'informations là-dessus, en dehors du livre, en fait, ils sont passés par le syndicat paysan cubain qui est l'ANAP, le syndicat oui, des petits paysans, appartient à une internationale paysanne qui s'appelle Via Campesina, et qui d'ailleurs est l'international où l'ANAP est effectivement le plus grand des syndicats appartenant à cette internationale, fonctionne essentiellement en Amérique latine, du coup, y compris pour l'exportation de ses conseils en agroécologie. Mais l'expérience de Via Campesina sur des développements agroécologiques a commencé au Nicaragua, au départ, dans les années 70, qui s'est d'accord. basé sur quelques petits territoires avec un nombre assez restreint de familles concernées par ces expériences. Et le syndicat cubain, en fait, l'ANAP, a, euh, comment dire, s'est inspiré lui-même de cette expérience qui était celle de Via Campesina concrètement, sauf que Cuba l'a appliquée à l'intégralité de son territoire. Donc, et c'est ce qu'on oublie aussi souvent, et c'est ce que les écologistes sont incapables, enfin, en tout cas les écologistes réactionnaires sont incapables d'imaginer, c'est que il ne suffit pas d'avoir, alors il faut être aussi marxiste pour le comprendre, mais il ne suffit pas, comment dire, d'envoyer des agronomes dans les champs, dans les villages, pour que le modèle agricole change du jour au lendemain. Il faut aussi que les paysans soient capables d'utiliser ces conseils ou d'utiliser ces formations. Et y compris même, eux, de s'échanger des connaissances et des savoir-faire qu'ils ont depuis des décennies et de les faire coïncider avec la recherche. Il y a donc une dialectique entre le savoir-faire paysan traditionnel qui a toujours existé à Cuba, hein, même du temps de l'agriculture intensive, les savoir-faire agricoles traditionnels existaient toujours. Et les instituts de recherche agronomique à Cuba ont précédé la période spéciale. Ils existaient déjà dans les années 80. Donc ils avaient déjà un souci de faire vivre ces savoir-faire pour assurer une certaine autosuffisance agricole. Eh bien, cette politique associative de transmission de savoir entre paysans, qu'on appelle campesino à campesino, est une innovation nicaraguayenne en fait, mais qui a été massifiée, parce que l'expérience n'a jamais été aussi grande qu'à Cuba ces dernières années, massifiée à Cuba. Et sans cette expérience-là, sans ce travail de masse, comme on dirait en termes marxistes, cette formation de masse qui implique les paysans en tant qu'acteurs et non pas seulement en tant que récepteurs d'un savoir universitaire, ils sont eux-mêmes acteurs et ils nourrissent d'informations les agronomes eux-mêmes de toute façon. Eh bien, c'est la base de leur réussite. Dans la transition, on sait très bien, par exemple, que si on faisait la même chose en France, ce qu'on ne fera jamais, à moins de changer de mode de production, les paysans aujourd'hui, aussi sincères soient-ils, et même avec une conviction écologique, pourquoi pas, auraient peur de changer du jour au lendemain leur pratique agricole sur leur propre champ. C'est-à-dire que ils ont l'habitude d'acheter des sacs d'engrais chimiques, d'acheter des bidons de pesticides, et ils savent quel est l'effet immédiat, l'effet de court terme, qui est évidemment le fait de doper leur production. Et ils savent que s'ils ne font plus ça, eh bien, leur production va baisser. Du coup, c'est anxiogène pour les paysans. S'ils ne sont pas acteurs de cette transition, le modèle ne va pas marcher. Donc les Cubains ont bien pris conscience de ça, et c'est évidemment
c'est évidemment une question idéologique et politique que de le comprendre, pas seulement écologie. Les écologistes méprisent souvent ce travail de masse qui est pourtant fondamental quand on veut changer de système. Je suis un peu long, hein. C'est Mais un non, peu c'est long, bien, c'est pas grave. c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et en fait, ça montre aussi que ce sont les avantages d'avoir un État socialiste qui, en Oui, fait, peut contrôler ça et peut permettre ce type de formation massive aux paysans et même d'investissement massif vers un secteur. Je pense que c'est clair aussi que c'est vraiment un avantage possible dans un État socialiste comme et Cuba. Et c'est clair que c'est un exemple très significatif pour montrer justement ces contradictions capital de travail, capital nature. Mais c'est aussi vrai que le système, à travers des médias, d'éducation, bon, le système est très efficace pour effacer et pour cacher tous ces avancées. Et c'est une idée très intéressante que tu as dit, par exemple, avant. C'était sur l'idée que le... Ah non, je viens d'oublier. Sur l'idée que, en fait, ah oui, que la relation avec la nature, normalement, on les comprend seulement avec des impacts négatifs. hum, Et par exemple, ça se passe aussi dans la science, malheureusement. Et parce que j'ai lu un article récemment que c'était l'histoire écologique de l'être humain en Amérique du Sud. Et oui, c'était en fait tout en termes d'impact négatif, en fait de presque l'extermination des mhm, grands mammifères. Donc, oui, c'était vraiment intéressant que cet article n'avait pas développé, par exemple, que certaines îles de forêt ont été faites par le communauté indigène, ou que même le forêt de la noix du Brésil, qu'on appelle, a été aussi, il y a des évidences qui a été aussi le résultat de migration de populations qui ont fait ces forêts. Donc, par exemple, c'est intéressant. C'est ce qu'on parle un peu en Bolivie parce que c'est un peu c'est en revenir à l'approche même de peuples indigènes, qui est par exemple ouais. la mère terre. Je sais pas si tu as écouté et que c'est une idée qui dit qu'en fait, il y a une relation indissoluble et une interdépendance entre les humains et la nature et qu'on ne peut pas le séparer. Dans la science, on fait Évidemment, beaucoup ça. bien Ouais. sûr. Mais cette relation n'est pas forcément toxique. C'est ça. Et elle ne peut pas, enfin, disons qu'elle est forcément toxique, je dirais, à la base, et de moins en moins toxique normalement avec le travail scientifique des êtres humains. Donc, évidemment, ça n'est pas simple de voir que euh, l'humain se développe, il a forcément un impact sur son environnement. On peut, dans toute l'histoire du concept de conservation de la nature, par exemple, on se rend compte que c'est jamais simple. On voit quelquefois des savanes en Afrique pour lesquelles on cherche à créer des réserves pour protéger certains grands mammifères comme les éléphants. Et le simple fait d'entourer cette réserve pour encercler les éléphants, mais justement dans des territoires qui seraient clos, eh bien, provoque une surpopulation de ces éléphants. Et du coup, les éléphants trop nombreux vont commencer à détruire l'écorce de certains arbres. Et du coup, ça va avoir un impact négatif sur la flore de cette réserve. Donc, on ne peut jamais parler de conservation de la nature concrètement. On peut seulement parler de protection. Mais ça, c'est simple à expliquer. La nature elle-même est en mouvement. Elle ne peut pas être fixe. Les espèces ont évolué au cours des millions d'années. Elles continuent d'évoluer aujourd'hui. C'est ça toute la beauté d'ailleurs de la nature en réalité. C'est cette évolution, c'est pas la fixité d'une nature qu'on aurait idéalisée dans notre tête. La nature, on a justement découvert euh, alors c'est un concept aussi central de l'écologie, mais je précise, l'écologie, avant d'être une idéologie politique, c'est avant tout une science. Moi, quand j'étais à l'université, j'avais une discipline qui s'appelait l'écologie. Ça n'était pas de la politique, c'était simplement comment comprendre la dynamique des écosystèmes. Alors celle-là, je veux bien, ça c'est de la science. Et effectivement, on en a besoin pour savoir gérer une relation harmonieuse et pourtant dynamique entre les activités humaines et la nature.
Mais ça, seule la science saura le résoudre, et non pas l'absence de science et le retour en arrière. Cela dit, effectivement, comme tu le dis, si on va jusqu'au bout de cette démarche, les écologistes décroissants vont se rendre compte qu'effectivement, toutes les populations, y compris indigènes, ont eu un impact négatif à un moment ou à un autre sur leur environnement. Simplement, ils ont eu, et si on prend les temps un peu reculés, alors disons que des sociétés primitives, depuis le néolithique, avaient un impact sur la nature qu'ils pouvaient percevoir eux-mêmes directement, parce que leur environnement était petit. Et donc, on voyait tout de suite les conséquences négatives de nos actions. Et donc, l'harmonie, disons, le dépassement de cette contradiction entre le travail humain et la nature était facilement résolu à cette échelle, c'est-à-dire à la petite échelle d'un territoire peuplé par un petit peuple qui vit en autarcie. Aujourd'hui, les activités humaines se sont généralisées à l'ensemble de la planète. Et du coup, effectivement, c'est quand même assez récent, cette histoire-là. Elle n'est pas ancienne. Et donc, l'impact objectif et à grande échelle de nos activités humaines à cette échelle-là demande plus de science aussi. Pour prouver qu'il y a un réchauffement climatique d'origine humaine, pour prouver que nous avons un impact sur la biodiversité, etc., etc., il faut plus de science, mais on peut quand même reconnaître à la recherche scientifique que ce travail est quand même fait aujourd'hui. Il a peut-être été nié pendant quelques décennies, et c'est la cause du capitalisme, mais malgré le capitalisme, la recherche scientifique, elle a son histoire propre, qui peut être parasitée par l'histoire du capitalisme, mais qui a quand même sa logique interne. La recherche scientifique n'est pas complètement stoppée par le capital. Elle continue de progresser. La preuve, c'est que les pays impérialistes commencent à se poser des questions d'ordre agroécologique aujourd'hui. Simplement, ils ont des décennies de retard sur les pays qui avaient un mode de production socialiste ou qui l'ont aujourd'hui. Et ça, c'est significatif. Donc, je ne sais pas, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais effectivement, sur la question de l'impact des indigènes, on voit très bien à quel point il sera utile pour les impérialistes d'attaquer les mauvais, comme tu disais tout à l'heure avant la vidéo, les bons sauvages et les mauvais sauvages, d'attaquer les mauvais sauvages, entre guillemets, parce que eux aussi peuvent faire de l'agriculture forestière sur brûlis, par exemple en Amazonie, ou des choses comme ça, euh, parce que forcément, toute espèce, et pas seulement humaine, a un impact sur l'environnement, et est en interaction avec son environnement. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a des intérêts humains qui sont liés justement à l'harmonie de leur relation avec l'environnement. Mais ça, c'est dur. Et c'est des choses de long terme ou de moyen terme. Et oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et bon, je trouve très intéressant vraiment cette analyse et ces exemples significatifs pour comprendre le contexte. Et bon, ça m'amène à ma dernière question. Et bon, toi, en tant que professeur agrégé en biologie, as-tu l'impression que la formation dans cette science devient plus critique et plus contextualisée? Hmm. Ben, écoute, euh, oui, en tant que. Alors ici, on dit SVT, hein, Sciences de la vie et de la terre. Ah bon, à l'époque, quand j'étais jeune, on disait biologie et géologie. Et donc, cette discipline, donc j'enseigne dans un lycée, évidemment, inclut euh, l'omniprésence de ces questions environnementales. C'est-à-dire que dans tous les niveaux dans lesquels on peut enseigner au lycée, et même, je pense, au collège, on va parler d'agroécologie, on va parler d'énergie renouvelable, de développement durable, etc., d'écosystèmes, enfin voilà, tout ce qui a un rapport avec la science écologique. Mais on peut remarquer quand même, donc ça c'est quand même intéressant d'un point de vue critique, d'un point de vue politique, que jamais on ne fera référence à Cuba, évidemment. On ne fera jamais référence à Cuba, on ne parlera que d'expériences ponctuelles, donc de petites expériences dans une ferme ou une autre à l'intérieur du territoire français,
en disant que c'est bien, mais que les gens sont trop méchants pour appliquer cette méthode à tout le territoire. En réalité, bon, je ne l'ai pas signalé, mais évidemment, c'est peut-être le moment de le dire très clairement. Si Cuba a réussi sa transition agricole pour adopter justement une agroécologie systématique, je dirais, jusqu'à un certain point, parce que bon, en réalité, voilà, on est toujours dans la tactique, c'est-à-dire que il y a une possibilité d'utiliser des pesticides, mais on a calculé que l'usage de pesticides en fait reste possible en dernière analyse, quand tout a été essayé et qu'il n'y a plus aucune autre solution. Et donc, la consommation de pesticides à Cuba a été réduite d'un facteur 90 par rapport aux années 80, par exemple. Donc, c'est presque plus rien. Mais c'est encore un petit peu. Ils ne sont pas non plus dogmatiques sur cette question, évidemment. Cuba a mobilisé les masses paysannes pour changer leur mode de production agricole, mais il a aussi toutes les facilités pour pouvoir le faire d'en haut. On parle toujours d'infrastructure et de superstructure quand on est marxiste, et effectivement, bon, la force productive elle-même est mobilisée, comme je le disais, euh, mais il y a aussi donc de la part de l'État toute une série de facilités qui sont totalement inaccessibles à un pays capitaliste classique. C'est-à-dire que Cuba, tout simplement, possède, euh, l'État cubain possède la terre. Et l'État étant le représentant du peuple, le peuple, dans sa globalité, possède l'intégralité du territoire. Il n'y a pas de surface privée où c'est restreint et contrôlé. Et du coup, puisque ce territoire est possédé par l'État jusqu'à un certain point, il peut décider que des grandes unités de production agricole, de canne à sucre, telles qu'elles existaient dans les années 80, vont être divisées en petites surfaces attribuées à des collectifs de travail, donc qui auront toutes les facilités pour les cultiver d'une autre manière. C'est ce qu'on appelait à l'époque de l'URSS, on appelait ça des kolkhozes. On dit aujourd'hui des coopératives. Euh, les capitalistes vont dire que que c'est un retour au domaine privé pour regarder les choses avec ironie, parce qu'en réalité, ce modèle entre guillemets privé, on distinguait en URSS les kolkhozes, les coopératives, et les sovkhozes qui appartenaient vraiment à l'État. Eh bien, aujourd'hui à Cuba, les coopératives qui sont attribuées à des collectifs de travail, entre guillemets privés, euh, ont bénéficié d'une terre qui continue d'appartenir à l'État, mais qui est attribuée à ces collectifs sans avoir besoin de payer un loyer. Donc, quelque part, c'est comme si ça leur appartenait. Et c'est tout ce que les paysans ou disons, les écologistes qui voudraient faire de l'agriculture biologique ici en France ne pourraient jamais faire parce que c'est très très cher de louer un champ pour cultiver ce qu'on veut. À Cuba, ça n'est pas cher justement, puisque voilà, le loyer n'existe pas. La seule chose, c'est que c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que une partie de la production, une grande partie de la production, doit pouvoir être commercialisée sur place pour des magasins d'État qui vont vendre les produits locaux à la population ou au quartier, à des prix qui sont fixés par l'État, justement. Donc ça, c'est une volonté politique que seul un pays socialiste ou en voie de socialisme peut décider. Un pays capitaliste ne pourra jamais le faire. Et même en Bolivie, hein, ce serait compliqué du coup, hein, jusqu'à un certain point. Et il y a aussi évidemment le fait que on ne peut pas avoir une paysannerie suffisamment alphabétisée, capable de comprendre les enjeux écologiques de leur propre champ. C'est un coût pour l'État. C'est-à-dire que l'éducation cubaine est réputée d'un très haut niveau par rapport à d'autres pays de l'hémisphère sud. Ils ont beaucoup investi dans le modèle éducatif et ça va profiter effectivement non seulement à toute la population, mais évidemment à tous les paysans qui ont été scolarisés, qui sont tout à fait en état de comprendre
comment gérer son sol, comment être à un petit niveau l'agronome de son sol. Et c'est aussi, bien sûr, par le financement d'État d'une certaine agroécologie, je dirais, de recherche, qui est coûteuse évidemment aussi, qu'on peut arriver à être au plus près des enjeux locaux, c'est-à-dire des microclimats, des semences endémiques, des caractéristiques du sol dans tel ou tel territoire. Il faut évidemment que la recherche se fasse sur place, dans le pays, et non pas à Washington ou bien à Paris. C'est pas là qu'on va trouver le meilleur modèle agroécologique. C'est clairement pour cette raison, parce que c'est très complexe. Ça nécessite beaucoup de connaissances et de sciences, et ça nécessite aussi beaucoup d'informations pour que chaque pays puisse appliquer un modèle qui ne serait pas celui du pays voisin, justement, parce qu'il a des différences. Il y a un seul modèle très passif d'agriculture intensive, parce que l'agriculture intensive, c'est on rase les arbres, on rase tout, et on produit du maïs, par exemple, sur des continents entiers, en remplaçant les caractéristiques locales des différents sols par des engrais chimiques qui vont être les mêmes partout. C'est une science extrêmement simple, finalement, par rapport à l'agroécologie. Donc voilà, ça aussi, c'est un enjeu politique important. Et ce que je voulais Oui, dire, c'est que voilà, c'est évidemment pas quelque chose qu'on enseigne dans le secondaire ici. C'est quelque chose qu'on aurait évidemment tendance à cacher, mais comme je te disais, dans les programmes, rien ne nous empêche d'en parler. Donc, on nous dit pas d'en parler, on n'invite pas les professeurs à en parler non plus, évidemment, mais rien ne nous empêche de citer en exemple des pays qui ont été à l'avant-garde des expériences dont on voudrait qu'elles soient des exemples aujourd'hui pour les futures générations.